Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'IBF consacré à Stillwater. Du coup, c'est quoi Stillwater? Stillwater est un film américain. Il est réalisé par Tom McCarthy. Les comédiens principaux sont Matt Damon et Camille Cotin. On y retrouve aussi Abigail Breslin ou encore Anne Lenny. Le film dure 2h20 et il est sorti le 22 septembre 2021. C'est quoi l'histoire? Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison, accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Confrontée au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille, tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde. C'est qui le réalisateur? Tom McCarthy est né le 16 juin 1966 dans le New Jersey. Réalisateur de 5 longs métrages avant celui-ci, son titre de gloire reste Spotlight, qui lui vaudra un Oscar. À noter qu'avant de passer derrière la caméra, il était acteur, souvent dans des 3e voire 4e rôles, notamment dans Mon beau-père et moi, Mémoire de nos pères ou encore The Lovely Bones. Pour finir, il est aussi le co-scénariste de Là-haut des studios Pixar. C'est qui les acteurs? Matt Damon est une grande star d'Hollywood. Il a collaboré entre autres avec Gus Van Sant, Steven Spielberg, Kevin Smith, Steven Soderbergh ou encore Martin Scorsese pour ne citer que. Abigail Breslin a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans dans Le Cygne de M. Night Shyamalan. Puis est venu le rôle titre de Little Miss Sunshine avant d'exploser avec Bienvenue à Zombieland ainsi que sa suite 10 ans plus tard. La Frenchie Camille Cotin est notre connasse à nous, mais c'est évidemment pour la série 10% qu'on la connaît le plus. C'est quoi la réputation du film? Présenté à Cannes en hors compétition, Stillwater ne fait pas l'unanimité ni en bien ni en mal. Du coup, de quel côté penche la balance de mon avis en bref? Sympa, ça passe bien. C'est pas ce qu'on pensait. Oubliable, mais sympathique. Voilà, c'était mon avis en bref. Pour plus de détails, rendez-vous après le générique. Alors avec Stillwater, on aurait pu craindre une espèce de sous-Tekken, dans le sens où on retrouve à peu près le même type d'histoire, c'est-à-dire un personnage de père américain qui débarque en France pour sauver sa fille. Bon, alors dans des contextes différents évidemment, mais dans l'idée, ça pourrait être un petit peu la même chose. Et puis en plus de ça, c'est vrai que la bande-annonce, qui est une bande-annonce assez mensongère, nous présente le film comme un film d'action extrêmement rythmé, etc., etc. Ça n'est pas du tout ça. Stillwater se présente beaucoup plus comme une espèce de bon gros drama familial proche de ses personnages, ce qui n'est pas inintéressant en soi, hein, que les choses soient claires. Mais voilà, faut savoir où vous mettez les pieds. Sur 2h20 de film, il y a peut-être en tout et pour tout une demi-heure de thriller entre guillemets. Le reste c'est vraiment voilà du drame, un film en tout cas un peu plus posé. L'intéressant dans Stillwater, en tout cas pour moi, c'est que j'avais quand même une petite appréhension au niveau de la mise en scène, parce que Tom McCarthy, comme je le disais dans l'introduction, il a fait plusieurs films. Pour être totalement franc, je n'en ai vu qu'un seul pour le moment, parce que les autres au moment de leur sortie ne m'intéressaient pas plus que ça, mais je me dis qu'il serait peut-être temps enfin que je passe le cap et de m'intéresser au bonhomme. Le fait est que le seul film que j'avais vu, c'était donc Spotlight. Spotlight, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que le scénario était assez brillant, que les acteurs étaient géniaux. Il y avait aussi une manière de gérer le montage et la rythmique qui était plutôt chouette. Bref, tout était cool, à une exception près, qui était la mise en scène. On va pas se mentir, Spotlight, c'est un film qui bénéficiait d'une mise en scène très téléfilm,
très plan-plan, bourré de chants contre chants très basiques. Et donc, forcément, partant de cette base-là, alors encore une fois, sachant que je n'ai pas vu ces autres films, donc je ne sais pas si c'est le style de mise en scène habituel de Tom McCarthy ou pas, toujours est-il qu'en se basant uniquement sur ce que je connaissais, l'appréhension que j'avais sur Stillwater, c'était de me dire, bon alors, si il refait une mise en scène à la manière de Spotlight, ça va très vite devenir chiant. Ça va très vite devenir chiant parce que c'est pas une mise en scène qui serait adaptée à ce type de récit, qui est quand même un peu plus dynamique, qui se passe quand même un peu plus en extérieur ou qui a un peu plus action entre guillemets. Donc c'était ma petite appréhension et finalement, sans être une mise en scène révolutionnaire, percutante ou quoi que ce soit, elle est, alors j'ai plus le mot, mais en tête, elle est fonctionnelle, mais efficace. Voilà. Je vais pas avoir grand chose à dire de plus sur la mise en scène, parce qu'en plus c'est pas le principal intérêt du film, mais disons que voilà, ces appréhensions ont vite été balayées. Non, ce qui est le vrai point fort de Stillwater, c'est évidemment ses acteurs, ses personnages et son scénar. Je vais commencer par le scénario parce que c'est vrai que, comme je le disais, moi, je débarque devant Stillwater en me disant, entre guillemets, si je caricature un peu, ça va être un sous-Tekken un petit peu plus ça va être un sous-Tekken un petit peu plus autorisant, évidemment, mais ça va être dans cette lignée-là. Et finalement, je vais essayer d'en dévoiler le moins possible, évidemment, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand je parle de drama familial, c'est vraiment ça. C'est l'histoire d'un mec ex-alcoolique, père qui a un peu négligé sa fille, qui va essayer de rechercher une rédemption à travers non seulement les relations qu'il va essayer de renouer avec sa propre fille, mais aussi avec le personnage de Camille Cotin et la fille de Camille Cotin, comme une espèce de deuxième famille. Et d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il a pu faire par le passé. En ça, je trouve que c'est plutôt bien mené et ça légitime en fait pour moi les 2h20 de film parce que c'est un film qui prend vraiment son temps. C'est un film qui brasse beaucoup de choses, qui brasse pas tant de personnages que ça, mais qui brasse beaucoup de choses dans l'évolution en fait des rapports entre les personnages. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment bien foutu. En ce qui concerne les acteurs, je trouve aussi que alors, je vais pas faire le coup de les acteurs sont super parce qu'ils le sont et je vais vite passer là-dessus. Non, moi ce qui m'intéresse dans le choix de casting, et notamment le personnage le casting de Matt Damon, on parle d'un personnage qui est un personnage, comment je dirais, lambda. C'est-à-dire un mec qui est un petit ouvrier, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, je remets dans le contexte du cinéma, et qui plus est du cinéma américain qui ont tendance à faire des personnages bigger than life. Là on est vraiment face à un mec donc de l'Oklahoma, mais ça pourrait être un Texan, ça pourrait être vraiment de l'Amérique profonde, qui va se confronter à une culture, donc la culture française, arrivée à Marseille, et qui va être totalement déboussolé. C'est pas un surhomme, c'est pas un super-héros, et quand il va... c'est pas un espion comme dans Tekken avec le personnage de Liam Neeson, et donc du coup, quand il va commencer à mener l'enquête pour essayer de faire innocenter sa fille, forcément il s'y prend comme un manche, il est totalement déboussolé, il est perdu, il comprend pas tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, à ce propos, ce que j'apprécie dans le film, c'est que en fait, il se comporte comme un Américain. Et d'ailleurs, c'est dit dans la bande-annonce. You sound very American right now. Good, I am. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire quelque chose concernant le personnage, le choix de casting de Matt Damon, en fait, parce que je suis parti un peu dans tous les sens après. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que je trouve que le choix de casting de Matt Damon est génial parce que Matt Damon est une immense star, mais une immense star qui a cette espèce de simplicité, en fait, un peu comme Tom Hanks, c'est-à-dire qu'il est le représentant de l'Américain
moyen. Et donc en fait, là où je dis que c'est un super choix de casting, c'est parce que typiquement, je vais dans l'excès pour faire très rapidement, mais t'aurais pris, je sais pas moi, Jason Statham pour ce rôle, ça n'aurait pas été crédible une seule seconde. Alors que là, on a un acteur qui peut être aussi bien crédible dans le rôle de cet Américain lambda qui débarque et qui est totalement perdu, et en même temps, quand il faut un petit peu montrer les muscles, ça ne dénote pas. Voilà. Donc c'était ça la petite parenthèse que je voulais dire concernant le choix de casting de Matt Damon qui joue beaucoup pour la crédibilité du personnage et donc du film. Voilà. En fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que quand il débarque à Marseille, par exemple, je vais essayer de rester flou, hein, mais à un moment donné, il doit aller rechercher quelqu'un qui est dans une cité marseillaise, et Camille Cotin lui dit oui, mais on va pas être les bienvenus dans la cité. Je pense pas qu'ils vont vous parler comme ça, comme moi je pourrais le faire. Et en fait, il se comporte comme un Américain, gros bourrin, et il fonce dans la cité et tout ça. Bon, je m'arrête là pour le spoil. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il se comporte comme un Américain, et toutes les scènes, en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que toutes les scènes d'enquête, de thriller, d'action et tout ça, c'est très américanisé. Dans un contexte français, dans des lieux français, mais c'est très américanisé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on va très vite délaisser cet aspect-là du film pour se concentrer justement sur l'aspect plus psychologique, drame familial, j'ai presque envie de dire que le film va se françaiser, en fait. Alors dans le bon sens du terme, puisque le film est coécrit par les scénaristes qui collaborent régulièrement avec Jacques Audiard, donc voilà, c'est le haut du panier, hein, donc c'est pas le cinéma d'auteur chiant français que certains peuvent appréhender. Mais du coup, le film va se françaiser, et quand la partie enquête va revenir à un moment donné dans le film, ça va revenir dans une scène dont le contexte de la scène est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais en France et qu'on voit souvent aux États-Unis. Donc ça va se re-américaniser parce que le personnage qui a pris ses marques en France et tout ça va revriller et va redevenir l'Américain qu'il est. Donc en fait, c'est un peu flou peut-être la manière dont je le dis, mais tout ça pour vous expliquer que en fait, il y a l'évolution ou plutôt c'est l'inverse, c'est que la mise en scène et certaines idées de mise en scène sont traduites à travers l'évolution du personnage. Et ça, pour moi, c'est la base du cinéma. Et ça, du coup, je trouve ça plutôt bien fait. Ce qui me fait marrer aussi dans le film, alors marrer, c'est une façon de parler évidemment, c'est toutes ces scènes. Alors attendez, je reprends mes notes. Excusez-moi. C'est toutes ces scènes donc liées à la différence culturelle. Et ça, c'est génial parce qu'il y a par exemple une scène, c'est pas un spoiler, parce que c'est une scène qui dure 10 secondes, où à un moment donné, Matt Damon doit aller interroger quelqu'un, donc il mène son enquête, on lui donne des noms et tout ça, et puis à un moment donné, il va interroger quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est une espèce de prof d'université très huppé, genre Bac+5, et donc il va le voir, il intervient dans un de ses cours en disant hello, enfin bon, je vous le fais en français, je recherche monsieur un tel, je sais plus le nom. Le mec dit bah c'est moi, et Matt Damon dit do you speak English, est-ce que vous parlez anglais? Et là tu as tous les étudiants qui se mettent à rigoler, et tu as le prof qui fait, alors je vais essayer de me cadrer, qui fait doucement, en mode vous foutez pas de sa gueule en fait. Là il y a un plan sur Matt Damon qui est là en mode pourquoi il rigole, pourquoi il se fout de ma gueule. Et en fait cette scène là, parce que le prof répond yes of course, et du coup ce qui est énorme, c'est que en fait cette scène là qui dure 10 secondes traduit le fait qu'en France on nous pousse
autant que faire se peut, à parler anglais parce que c'est la langue numéro un, machin, nanana. Et on sait que les Américains, les langues étrangères, ils en ont strictement rien à faire. Donc du coup, quand cet Américain débarque en France, pour lui, dans sa psyché, c'est pas une évidence qu'il va se retrouver face à quelqu'un qui parle anglais. Alors que quand tu regardes la situation, tu te dis c'est un prof d'université de, je vous dis, bac+5, mec super intelligent, super cultivé, évidemment qu'il parle anglais. Sauf que pour le personnage de Matt Damon, c'est pas un acquis. Et en fait, il y a tout plein de petites scènes comme ça sur le choc culturel qui n'est pas à proprement parler une dénonciation de l'Amérique et des Américains, mais qui sont présents pour montrer que, ben oui, je présume que pour le spectateur américain, ce genre de scène doit être là pour dire, voilà, regardez la différence avec la France, etc., etc. La différence, et en même temps, les points communs, notamment à travers une scène qui parle de racisme, avec un personnage qui dit en gros les Arabes c'est vos Mexicains quoi. Voilà. Donc, bon, on va passer très vite là-dessus, mais tout d'un coup cette scène-là, tu te dis ah bah oui, c'est vrai que voilà, il y a chaque pays a des racistes sur ses terres et que oui, les racistes chez nous, c'est lié principalement aux Arabes, aux États-Unis, c'est les Mexicains. Et la réaction de Matt Damon qui entend ça, en fait, il est pas choqué, quoi. Ça ne veut pas dire que le personnage n'est pas raciste. Ça ne veut pas dire que le personnage est raciste. Ça veut juste dire que, encore une fois, c'est une question culturelle. C'est que nous, on se pose des questions sur comment combattre le racisme, etc., etc. Alors qu'aux États-Unis, évidemment qu'il y a ce combat-là aussi. Mais déjà, je suis pas sûr dans toutes les régions et je suis pas sûr, alors je connais pas la géopolitique américaine, mais je suis pas sûr que dans l'Oklahoma, ça soit vraiment les questions principales. Et donc, du coup, encore une fois, c'est lié au personnage et ça nourrit le personnage. Et donc, je trouve, pour résumer tout ça, que cette thématique sur les différences, etc., et les différences culturelles, et ce côté un Américain à Marseille, avec tout ce que ça peut inclure de différences et à la fois de rapprochement, est plutôt bien traité. Et donc, après, il y a le côté, comme je le disais, drame familial, que je trouve très émouvant. Encore une fois, là aussi très bien mené, très subtil, beaucoup plus que je ne le pensais, sur les rapports parents-enfants, principalement, mais pas que. Et donc tout ça fait que, encore une fois, on se retrouve face à un film, je le disais dans ma critique en bref, oubliable mais sympathique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai passé un très bon moment, je trouve vraiment que c'est un très bon film à voir. Maintenant, il y a un truc qui me manque et je ne sais pas quoi. Dans Spotlight, c'était exactement le même ressenti, sauf que j'avais mis le doigt sur ce qui me manquait, c'est-à-dire la mise en scène. Là, je ne sais pas ce qui me manque, mais il me manque quelque chose. Je le sens au fond de moi, je le sens dans mes tripes, qu'il me manque quelque chose pour réellement apprécier le film encore plus. Je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Mais il me manque quelque chose pour que je saute définitivement au plafond. Nous allons passer à la scène que je retiens du film. Donc, spoiler alerte, ok, hein. Pour ceux qui ne me regardent pas et qui ne font comme écouter, précipitez-vous sur votre ordinateur pour mettre pause, spoiler alerte, voilà, maintenant je pense que vous êtes assez prévenus, et donc nous allons passer à la scène. Et la scène que je retiens du film, c'est pas tant une scène, c'est un long passage, qui est le passage où le personnage de Abigail Breslin sort de prison pour une journée. Elle a le droit à une journée à l'extérieur. Et donc, elle va le passer avec son père, avec qui les relations sont assez tendues. Et elle va essayer de profiter un maximum. Elle va rencontrer on va dire la nouvelle famille de Matt Damon, donc Camille Cotin et sa fille.
Et tout ce passage-là, sur cette journée passée ensemble, avec tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit, ça c'est subtil, tous les jeux de regard, je trouve ça très beau et pour moi c'est l'un... Alors ce n'est pas parce que pour moi le cœur émotionnel du film c'est la fille de Camille Cotin, mais justement ça fait un écho en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à ce Matt Damon qui essaie d'avoir une deuxième chance, donc dans cette notion de rédemption dont je parlais tout à l'heure, et qui est à la fois, et c'est paradoxal ce que je vais dire, mais à la fois mise à mal par sa propre fille qui n'a pas totalement confiance en son père, et à la fois cette fille, donc Abigail Breslin, qui a quand même envie d'y croire. Et je trouve que c'est plutôt bien géré à ce niveau-là. Je trouve que pourquoi je choisis ce passage-là, c'est parce que du coup émotionnellement, je trouve que ça fonctionne. Je trouve que visuellement, ça apporte les plus beaux plans du film, notamment quand Abigail Breslin se baigne dans la mer avec des plans absolument très 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 jolis. Et puis, en fait, c'est la montée en crescendo de cette séquence, c'est-à-dire que tu passes toute cette séquence quasiment du point de vue d'Abigail Breslin, donc il y a un switch de point de vue, puisque le point de vue principal du film c'est évidemment celui de Matt Damon, et là, lors de cette séquence, tu switches de point de vue, et la fin de la séquence, comme on est entre gens qui ont vu le film, qui s'en foutent, et ben c'est la tentative de suicide d'Abigail Breslin qui, dans cette montée en crescendo émotionnel, arrive à un pinacle assez haut, assez fort, et puis surtout ça va jouer aussi, c'est un passage qui pose des petites pièces comme ça qui vont jouer vis-à-vis du reste du film. Donc je trouve ce passage très réussi. Fin du spoiler, vous pouvez revenir pour la conclusion, et la conclusion sera très simple. Stillwater est, je considère, un film qu'il faut voir. Attention à ne pas vous faire piéger à la bande-annonce qui est mensongère. Ce n'est pas un film d'action, que les choses soient très claires là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'aller le voir. Moi, j'ai passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.